Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de 3 trucs à faire au jardin au mois de juillet. Donc c'est parti pour cette vidéo. En juillet, chez nous, dans beaucoup de jardins, il vaut mieux sortir, s'occuper du jardin plus tôt le matin ou en fin de journée si c'est possible, hein, parce que les après-midi sont vraiment, c'est très chaud. Voilà, donc du coup il vaut mieux consacrer ces activités aux extrémités de la journée, et en plus c'est plus sympa aussi parce que moi j'adore observer la biodiversité, et la biodiversité je la trouve vraiment plus intéressante, plus active le matin ou en fin de journée. Là en ce moment juillet c'est c'est vraiment une des périodes où on récolte énormément, et la majorité, en tout cas moi, du temps que je passe au potager, c'est pour récolter quotidiennement, que ce soit les courgettes, que ce soit les tomates, que ce soit les concombres, que ce soit les haricots, que ce soit tous les autres récoltes. En fait c'est tous les jours qu'il faut y aller. Et même on a une autre problématique qui va avec, c'est que notre potager est un peu trop grand pour nous, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à tout consommer et on n'arrive pas non plus à tout transformer, donc il faut qu'on trouve du temps pour donner, troquer, échanger nos productions, car on n'arrive pas à manger tous les œufs que les poules produisent, on n'arrive pas à manger toutes les courgettes qui sortent du jardin, on n'arrive pas à tout consommer. Donc on essaye de donner, troquer, et c'est vraiment un réel plaisir que de pouvoir partager les fruits de sa passion, enfin de ma passion, qui est la production alimentaire au jardin. Bref, tout ça pour vous dire que ça peut être un bon moment, mois de juillet, pour faire fonctionner le séchoir solaire ou pour fabriquer un séchoir solaire. Nous, ça nous permet de faire des tomates séchées. Les tomates séchées, elles peuvent se conserver sur des années sans problème. Tout plein d'autres légumes également qu'on peut faire sécher. Je pense aux courgettes, où souvent on en a vraiment beaucoup trop de courgettes. Les courgettes séchées, ça peut se conserver un bon moment. Les courgettes, on les fait également dans les ratatouilles ou en pickles. Je vous mets des liens vers des recettes de pickles si ça vous intéresse dans le descriptif de la vidéo. Donc bref, voilà, le mois de juillet, on va dire que le temps passé au jardin, c'est majoritairement de la récolte et de la transformation qui, elle, ne se fait pas au jardin. Mais il y a quand même d'autres petits trucs qu'on peut faire, et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Au niveau du potager de 20-25 mètres carrés, je ne sais jamais s'il fait 20 ou 25 mètres carrés, peu importe. Il n'y a rien de spécial à en dire, hein, si ce n'est que, si, peut-être ce que j'ai envie d'en dire, c'est que c'est incroyable. Je suis vraiment toujours étonné de la puissance du végétal. Si vous vous rappelez comment était ce jardin au mois de décembre, quand j'ai commencé, décembre-janvier, il n'y avait rien du tout, et donc j'imaginais faire grimper des plantes sur la tonnelle, et là, ça y est, elles sont là, elles ont poussé. C'est plus de l'imaginaire, c'est du concret. C'est vraiment trop chouette. Là, je peux récolter des haricots qui commencent à s'installer sur la tonnelle. Les premières tomates, on commence à les récolter. Je vois les courges qui sont en train de se former. Dans le reste du potager, là, c'est les récoltes de haricots, de courgettes, plein de courgettes, quelques tomates. C'est vraiment trop cool, quoi. Franchement, je suis hyper satisfait du résultat de ce petit jardin de 25 mètres carrés. Et surtout que peut-être que je me trompe, en tout cas, j'espère que de voir qu'on peut produire plein de trucs, de l'abondance sur un petit jardin. Bien sûr, vous n'aurez pas la totalité de votre autonomie alimentaire sur 25 mètres carrés, mais déjà vous allez produire, c'est possible de produire une énorme quantité de légumes pour participer à cette autonomie alimentaire, pour participer à notre alimentation. Et puis voilà, c'est un réel plaisir. Pas besoin d'avoir de grands jardins en fait pour s'amuser et pour expérimenter plein de choses et pour faire pousser plein de légumes et même des fruits dans ce pommier. Donc voilà, il n'y a rien de spécial trop à en dire sur ce jardin, si ce n'est que c'est génial en fait. Donc c'est quand même un peu spécial. Ah si, j'ai oublié de vous dire, dans ce jardin là, j'ai commencé un peu à désherber les allées, mais comme je vous l'avais déjà dit dans une visite du jardin au mois de juin, dans ces allées, il n'y a quasiment pas d'herbes spontanées sauvages qui poussent, parce qu'il y a eu un bon gros paillage qui les a bien calmés, et les seules ou quasiment les seules herbes sauvages spontanées sont les pommes de terre que j'avais laissées sur les années précédentes. Et du coup, là, je désherbe les allées. Et ce qui est chouette avec ce mode de désherbage, c'est qu'en même temps, je récolte des pommes de terre nouvelles. Et c'est vraiment plutôt sympa. Alors au mois de juillet, il va falloir que je récolte mon seigle. Bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais incessamment sous peu, il va falloir que je récolte tout mon
tout le seigle. Comme je vous avais dit, ce seigle il servira à participer modestement à l'alimentation de mes volailles. Hein. Modestement parce que c'est pas avec la vingtaine de mètres carrés de seigle que je vais pouvoir nourrir mes volailles à l'année. Mais il y a d'autres végétaux qui participent beaucoup plus activement à la nourriture de mes poules et de mes canards. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, là, les orages, il y a eu pas mal d'orages et de tempêtes, etc. Du coup, j'ai échappé à la grêle. Il y a eu de la grêle vraiment pas loin partout autour. Nous, le jardin, vraiment, j'ai de la chance qu'il ait été épargné par la grêle. Mais bref, tout ça pour vous dire que le seigle il est quand même bien couché. Et du coup, les canards qui sont en liberté commencent déjà à manger du seigle avant même que je leur donne. Puis il y a plein d'oiseaux qui viennent ici. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres végétaux qui sont beaucoup plus importants pour l'alimentation de mes poules et de mes canards. Et je vais vous montrer ça maintenant. Alors, les végétaux qui participent le plus activement à nourrir mes poules et mes canards, ce sont les plantes sauvages. Et notamment, là, en ce moment, pour les animaux qui sont en liberté, il y a pas mal de graminées. Enfin, graminées. Je vais utiliser le terme de graminées pour parler des plantes qui sont un peu... Quand on dessine de l'herbe, vous voyez, on fait des traits verts. Vous voyez le gazon, ça fait des petits traits verts. Vous voyez le chien-dent, ça fait des petites feuilles vertes. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Le blé, c'est également une graminée. Le seigle qu'on a vu là-bas. Donc je vais utiliser le terme de graminée pour toute cette famille de plantes là, même si en botanique on parle plutôt maintenant de poacées, mais disons que de façon commune le terme de graminée est beaucoup plus utilisé. Bref, je voulais pas vous embrouiller avec ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment toutes ces graminées, une très grande partie des graminées sont maintenant en graines. Et du coup, on parlait tout à l'heure du seigle, que souvent on donne aux volailles des céréales, du blé et autres. Et il faut savoir que ces plantes-là de la même famille sont très intéressantes pour les animaux sauvages. Et oui. Donc il suffit de tapoter un peu pour voir la quantité de graines qui en tombent. Donc ça va nourrir tous les oiseaux en fait, qui traînent dans le jardin. Mais ça peut être très intéressant également pour nourrir vos volailles, même si elles ne sont pas en liberté. Alors moi, les animaux en liberté, ils n'ont qu'à se balader pour se nourrir, hein, on va dire. Et les animaux qui sont un peu plus enfermés, là, j'ai qu'à moi prendre, ou pas, enfin ils ne sont pas enfermés, mais disons qu'ils ont moins accès aux graines de graminées. Il suffit que je prenne des petits bouquets, hop, et je leur balance ça. Je leur balance des bouquets au fond, n'importe où dans leur parcours en fait, et elles se régalent de ces graines, ce qui fait diminuer considérablement les besoins de graines pour volailles. Alors non seulement ça fait diminuer considérablement la quantité nécessaire pour nourrir nos animaux, d'avoir toutes ces herbes sauvages, toutes ces graminées sauvages qui sont en graines, mais en plus ça diversifie leur alimentation et faudrait faire des études un peu plus poussées, mais selon moi, avoir une alimentation très diversifiée, ça favorise une bonne ponte, une bonne santé et une bonne vigueur des animaux. Moi, mes poules ne sont jamais malades, elles pondent énormément toute l'année. En fait, il n'y a pas trop de baisse de ponte. Il y en a des légères au moment des mues, mais elles pondent tout l'hiver, elles pondent tout le temps en fait. C'est intéressant aussi ces graines-là, parce qu'elles sont plus petites. Elles sont beaucoup plus petites que les graines pour les mélanges de graines pour poules pondeuses par exemple, qui sont assez grosses. Là, ça permet également de nourrir tout ce qui est poussin, tout ce qui est caneton, peuvent se nourrir très facilement de ces graines-là. Du coup, moi, quand j'ai des poules qui font des poussins, ou quand j'ai des canetons qui naissent en liberté, je me soucie pas du tout d'avoir une alimentation spécifique pour canetons ou poussins, car ils se nourrissent abondamment de ces graines-là. Donc vous, si c'est votre cas, que vous avez des canetons, des poussins, arrête d'embêter les canards. Si vous avez des naissances, ça peut être une excellente alimentation, parce que acheter des graines pour poussins ou pour canetons, ça coûte assez cher, et ma foi, ça marche très très bien avec les graines sauvages. Donc voilà, toutes ces plantes là que sont souvent considérées comme des mauvaises herbes, hein. Là, je vous mets une liste des graminées qu'on a pu recenser pour le moment sur le terrain. Et du coup, moi j'ai remarqué que les poules adoraient la houlque laineuse. Les poules, toutes les volailles adorent les graines de houlque laineuse. C'est vraiment ça produit une abondance de petites graines qu'elles adorent. Mais il y a tout un tas d'avoines sauvages, il y a vraiment plein d'autres plantes intéressantes. Moi, je vous mets la liste des graminées qu'on a répertoriées sur le terrain, parce que peut-être, quand je dis on, c'est pas moi, c'est David qui a fait tout le boulot.
Et je me dis que peut-être ça peut vous intéresser d'avoir cette liste, comme ça si vous êtes comme moi sur des anciennes prairies avec un sol plutôt acide, il y a des chances que vous retrouviez à peu près les mêmes graminées chez vous, ou les mêmes poacées si vous êtes botaniste. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire que les plantes sauvages, non seulement ça nourrit la biodiversité sauvage, non seulement ça fait des abris et de l'ombre pour toute la vie du sol, non seulement ça produit beaucoup de biomasse qui va se recoucher au sol et qui va créer de l'humus et apporter de la matière organique à notre sol et donc fertiliser notre sol, mais en plus ça peut être très utile également pour nos animaux d'élevage. Moi je sais qu'en été, les animaux, les poules et les canards qui sont en liberté ou en semi-liberté se nourrissent à 80% de plantes sauvages. Parmi les autres aliments sauvages dont les volailles raffolent, on va trouver les graines d'ortie. C'est vraiment excellent pour les volailles, et on va également trouver les lentilles d'eau. Les canards, aussi bien que les poules, adorent manger des lentilles d'eau. Avant de continuer à parler jardinage, je vous propose un petit moment d'observation de la biodiversité puisqu'on était dans les plantes sauvages. Donc là, vous voyez ce petit papillon noir et blanc qui est assez commun. C'est un papillon qui s'appelle le demi-deuil. Demi-deuil parce qu'il n'est pas totalement noir, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un papillon qui butine les chardons et les fleurs. Là, les fleurs mauves que vous voyez à l'écran, ce sont des centaurées. Donc il butine ça entre autres. Et surtout, la chenille dépend intégralement des graminées pour pouvoir survivre, des graminées ou des poacées donc, parce que la femelle demi-deuil pond ses œufs en plein vol, à l'arrache. Les œufs sont balancés par terre. Ensuite, les chenilles se cachent toute la journée quand l'œuf est clos. Les chenilles se cachent toute la journée pour ne pas se faire manger par les oiseaux par exemple. Et la nuit, la chenille se nourrit des graminées. Donc ce joli petit papillon noir et blanc que l'on trouve un petit peu partout dans nos jardins, même s'il a tendance à régresser à cause des pesticides, ce joli papillon dépend intégralement des graminées pour pouvoir survivre. Un autre truc sympa à observer en ce moment, donc là pareil, les fleurs que vous voyez à l'écran, que je dirais mauves, sont des plantes qui s'appellent des salicaires. La salicaire, c'est une plante qui est plutôt une plante de bord de rive ou de milieu semi-aquatique, on va dire. Et du coup, de cette jolie plante qui fleurit au mois de juillet, dépend intégralement une abeille qui s'appelle la mélite de la salicaire. Donc la mélite de la salicaire, elle se nourrit uniquement de cette fleur-là, la salicaire. Donc si on détruit cette herbe, on détruit l'abeille qui va avec. Et c'est une abeille solitaire qui niche dans les terres humides des bords de rive. Donc elle est totalement dépendante des zones humides qui ont tendance à disparaître. Oui, bon, on s'en fout de ce truc-là. Nous, on veut savoir comment on fait pour jardiner. Je comprends bien, mais pour moi, le jardinage, c'est aussi une observation du milieu qui nous entoure. Juillet, c'est, on va dire, c'est le début de la saison des tomates. Moi, j'ai mangé mes premières tomates les derniers jours du mois de mai. C'était des poires jaunes, vers la fin, vraiment la toute fin mai, on a mangé les premières poires jaunes. Les premières grosses tomates comme celle-ci, là. Hop, Ispolin. C'était à partir de la je réfléchis à la mi-juin, on a mangé les premières un peu grosses tomates. Et là, début juillet, ça y est, c'est l'abondance, on récolte par quantité, une belle quantité de tomates tous les jours. Donc ça y est, c'est vraiment une bonne période pour les tomates. Du coup, moi je vais vous le dire, ceux qui me connaissent, qui ont déjà suivi mes vidéos depuis un moment, savent comment je m'occupe des tomates. Donc en gros, moi comment je m'occupe des tomates, déjà je ne fais pas de taille de la tomate. Beaucoup de jardiniers vont vous parler de supprimer les gourmands. Moi je supprime jamais aucune branche, je ne touche à rien du tout. Du coup mes tomates sont plutôt en buisson généralement. Là il y a un grillage derrière, ce qui permet de la maintenir. Et s'il faut, je peux lui mettre un petit fil pour la maintenir. Du coup c'est comme ça que je traite mes tomates, c'est-à-dire que je ne fais aucune taille jamais. Et je suis plutôt très content du résultat. Alors souvent on me parle d'obtenir des tomates très précoces en faisant de la taille. Donc pourquoi pas, effectivement, on peut gagner un peu de temps en précocité en enlevant tous les gourmands pour que la tomate se consacre uniquement à la production de fruits. Pour moi, déjà comme je vous disais, mi-juin on a les premières grosses tomates et fin mai on a les premières petites tomates. Donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir de tomates plus précoces. Et à mon avis, ce qu'on gagne en précocité, on le perd sur la durée, car moi, mes plants de tomates peuvent tenir, bon, peut-être pas en extérieur, mais dans la serre, on va les voir dans la serre, ils peuvent tenir facilement jusqu'en décembre, alors que les tomates taillées sévèrement, ou qui sont que sur une tige accrochée à un piquet, généralement ne tiennent pas très longtemps. Je fais des généralités, il y a toujours des exceptions évidemment.
Donc voilà, moi je pense que ce que je gagne, ce que je perds on va dire sur la précocité, je le gagne largement sur la durée de la tomate, la santé de la tomate, la vie de la tomate. Et puis au niveau productivité, moi mes tomates non taillées, là il n'y a qu'une seule tomate, et mes tomates non taillées produisent des quantités folles de grosses tomates. Pareil, on parle toujours de petites tomates, enfin moi elles produisent voilà, des quantités énormes de tomates de ce calibre là. J'ai pas besoin d'avoir des tomates plus grosses, et si je voulais avoir des tomates plus grosses, je pourrais simplement supprimer les fleurs. Ça ferait également des grosses tomates, pas besoin de supprimer les branches. Donc voilà, moi je ne taille jamais mes tomates et je les trouve précoces, je les trouve suffisamment grosses. Elles produisent énormément, chaque pied produit énormément de tomates. Alors selon moi, toujours ma croyance, moi ça fait, j'ai la quarantaine passée, ça fait plus de 30 ans que j'ai toujours grandi à la campagne avec un grand-père qui cultivait des tomates, j'ai toujours grandi dans des tomates on va dire. Du coup je m'intéresse à la tomate depuis une trentaine d'années peut-être. Et je suis certain en fait que les tomates non taillées tombent beaucoup moins malades que les tomates taillées. C'est vrai qu'on parle souvent d'aérer le feuillage, etc. pour éviter les maladies. Moi, j'ai jamais de maladie. Enfin, j'ai jamais de maladie. En automne, elles vont tomber malades, mais sinon, elles sont jamais malades. Et pourtant, là, ça fait une semaine qu'il pleut et il n'y a pas un début de maladie. Et puis la majorité de mes tomates sont dans la serre, donc il n'y a pas de maladie, donc j'ai pas besoin d'éviter les maladies vu que j'en ai pas. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez enlever les gourmands, tailler vos tomates, enlever le feuillage, vous pouvez faire 1001 actions pour vos tomates. Moi je fais rien du tout, ni taille, ni traitement, ni rien. J'ai des tomates précoces, des tomates de très joli calibre. L'inconvénient, alors je dirais que s'il y a un inconvénient quand même à ne pas tailler ces tomates, c'est que mes tomates sont un peu fouillis on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes de branches dans tous les sens. Et donc il faut que j'ai des structures pour tenir toutes ces branches. Si j'ai juste un piquet, c'est pas possible de tenir une tomate sur un seul piquet. Là j'ai encore des branches qu'il va falloir que j'attache. Donc effectivement l'avantage que je verrais à tailler les tomates, ça serait pour avoir un truc plus simple à gérer, moins complexe. Mais je trouve pas ça tellement complexe que d'attacher des petites branches de temps en temps. Donc je taille pas mes tomates. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la récolte. Bon, au niveau de la serre, les tomates sont encore plus volumineuses et productives et grandes en fait. Là j'ai même les tomates qui s'écrasent sur le sommet de la serre. La serre fait 2,50 m. Donc en fait pour que mes tomates puissent grandir comme elles le souhaitent, il faudrait des serres au moins de 3 mètres. Mais bon, 2,50 m c'est déjà pas mal. De toute façon pour les récoltes, après au-delà ça devient un peu compliqué. Du coup voilà, on voit que dans la serre je ne taille pas non plus mes tomates et elles ont tendance à être un peu, bon là il y a des concombres aussi, hein. Elles ont tendance à être un peu en buisson comme je disais, mais elles produisent énormément de tomates, bien plus que si je les taillais par chaque pied, produit vraiment beaucoup plus. Après chaque pied prend également plus de place. Donc si je taillais mes tomates, chaque pied produirait moins de tomates, mais je pourrais en mettre plus. Là, je fais le choix d'en mettre moins, mais qu'ils prennent plus de place. C'est un choix qui me convient parfaitement. Et donc, alors selon moi, toujours pareil, c'est toujours selon moi, hein, pour obtenir de belles réussites sur la tomate, ce que je fais moi, c'est que ça fait plus de 13 ans, 13-14 ans que je suis très actif sur la sélection de semences, c'est-à-dire que je garde des graines, uniquement des graines qui sont des tomates qui sont en bonne santé, qui s'adaptent bien à ma façon de faire, c'est-à-dire que moi je ne garde pas les graines des tomates qui tombent malades, je ne garde pas les graines des tomates qui sont petites, chétives, qui ne produisent pas beaucoup, etc. Ce qui a... En fait au début quand j'ai commencé il y a 14 ans, j'avais une collection de tomates assez grande, quoi. J'avais peut-être une quarantaine, une cinquantaine de tomates différentes que je cultivais quand je vendais les paniers de légumes. Mais je voyais très bien qu'il y avait des variétés qui, selon moi, ne fonctionnaient pas avec ma façon de faire. Donc je les ai éliminées petit à petit, pas assez productives, trop tardives, tombent malades. Quand je les taille, elles produisent moins, etc. etc. Donc j'ai éliminé énormément de variétés et j'ai gardé que quelques-unes. Maintenant je tourne, on va dire en général sur même pas une dizaine de variétés, on va dire sur 5-6 variétés, ça dépend quand même, hein. Dont 2 que je fais régulièrement, 3 que je fais régulièrement chaque année et une que j'alterne un petit peu chaque année pour quand même avoir de la nouveauté. Mais voilà, je prends des valeurs sûres qui fonctionnent bien et dont je fais les semences depuis maintenant. Là la De Berau, tomate qui est là, De Berau, ça fait bien plus de 10 ans que je garde mes graines et que je les sélectionne et qu'elles sont, voilà, que j'ai des plants vigoureux, jamais malades.
très productif. Je sais que dans la serre, si tout va bien, il y a des gouttes d'eau qui me tombent sur la tête. Si tout va bien dans la serre, jusqu'à décembre, elles peuvent produire, mais généralement en novembre, j'en supprime une grande quantité parce que quand j'ai fait tous mes coulis, quand on a mangé énormément de tomates, au bout d'un moment, on en a un peu marre, donc je garde juste un pied ou deux et je supprime tout le reste pour pouvoir lancer mes cultures d'automne-hiver. Donc bref, tout ça pour vous dire que ce qui me semble important de faire, c'est de faire ses semences soi-même, de garder ses semences. Alors ça a plusieurs raisons, plusieurs façons d'être intéressantes. Alors moi j'aime bien les premières tomates pour faire mes graines. Les tomates de juillet, les grosses tomates de juillet, c'est celles que, ou même s'il y en a en juin aussi, c'est celles dont je vais garder les semences en priorité. Parce que comme ça, je maintiens la précocité de mes tomates. Si je garde mes tomates sur les tardives, je vais avoir tendance à avoir des tomates plus tardives. Si je garde mes tomates sur les plants les plus précoces, pas forcément la tomate la plus précoce, mais en tout cas le plant le plus précoce. Si je vois qu'un pied de tomate a produit avant les autres, c'est sur lui que je vais garder les graines. Comme ça, j'aurai tendance à créer des plants de plus en plus précoces. C'est ce qui m'intéresse, moi, avoir des plants précoces, parce qu'elles peuvent produire tôt en saison et jusqu'à tard en saison. Donc je vous ai déjà dit comment je faisais mes graines de semences, je vous ai déjà dit que ça permettait de les adapter au terroir. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à la base, je parle de la tomate, mais ça marchait pour tout un tas d'autres végétaux. La tomate, il y a une espèce sauvage. Et cette espèce sauvage, on l'a sélectionnée, des jardiniers l'ont sélectionnée depuis des millénaires. Et ils les ont adaptés à tous les terroirs, à tous les climats, enfin, pratiquement tous les terroirs, pratiquement tous les climats. Il y en a qui poussent en Sibérie, en Russie, il y en a qui poussent dans le sud de l'Espagne, de l'Italie. Vraiment un peu partout sur la planète on cultive des tomates. Et chaque paysan avait fait une variété adaptée à son terroir. Et à ses façons de faire. Donc c'est grâce à la sélection qu'il y a pu avoir une immense quantité, des milliers de variétés de tomates. Du coup, moi je suis pour qu'on continue cette sélection, pour chaque jardinier continue sa sélection chez lui, pour continuer à adapter les tomates au terroir, au climat et à la façon de faire. Donc c'est pour ça que ça me semble important de faire ces variétés, et moi je trouve que c'est extrêmement efficace de faire ça. J'ai des variétés de plus en plus résistantes, me semble-t-il. Après, pour la résistance aux maladies, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, hein. La vie du sol, le climat, etc. Mais je pense que la sélection a largement son mot à dire là-dedans. Faire ses tomates, faire ses semences, que ce soit les tomates ou d'autres plantes, ça, pour moi également important, ça nous permet de devenir moins dépendant des grands groupes semenciers. Il faut savoir que c'est quelques semenciers qui détiennent la majorité des semences sur la planète. Du coup, essayer de devenir un peu plus autonome sur la production de semences, c'est s'émanciper de ces grands groupes semenciers. Après, chaque personne ne va pas pouvoir faire toutes les graines de tous ces légumes. Moi, j'essaye d'en faire un maximum, mais il y a toujours des graines que je me procure ailleurs, à droite à gauche. Et puis du coup, j'aime bien également soutenir les petits semenciers locaux qui font des graines. Je trouve ça chouette de soutenir cela. Si vous avez des semenciers, des gens qui font des graines pas très loin de chez vous, qui ont une façon éthique de produire, qui respectent l'environnement, etc., ça vaut le coup de les soutenir et de leur acheter des graines. Et moi, ça ne me gêne pas d'acheter des graines à ces semenciers-là sans aucun problème. Parfois, j'entends qu'on peut trouver des semences hybrides F1 pour vraiment pas cher dans les supermarchés, que ça vaut pas le coup de se casser la tête à faire ces semences parce que ça coûte rien du tout. Alors peut-être ça coûte pas grand chose à la personne qui va acheter les semences. Effectivement, pour quelques euros, on va pouvoir acheter des graines de tomates hybrides F1 qui pousseront bien, etc. Mais par contre, ça implique d'autres choses qui sont à prendre en compte. C'est où sont produites ces semences. Alors une bonne partie de ces semences sont produites dans des pays assez lointains, des pays chauds, hein, comme l'Inde ou autres pays chauds. Ça implique également, pour faire des hybrides F1 de tomates, il faut savoir que la tomate, elle a une fleur qui est auto-fertile, c'est-à-dire que la fleur, elle se féconde elle-même. Donc pour faire un hybride F1, il ne faut pas qu'elle se féconde elle-même, il faut qu'elle se féconde avec une autre plante de tomate. Et du coup, pour éviter que la tomate s'auto-féconde, pour faire des hybrides F1, il faut à la pince épilée castrer toutes les fleurs de tomates. Et ça, castrer toutes les fleurs de tomates, ça implique notamment une forme d'esclavage moderne, notamment en Inde, avec les femmes et les enfants qui travaillent pour entre 40 centimes ou 2 euros de la journée, avec la pince à épiler toute la journée, à enlever, à castrer les fleurs. Du coup, j'ai pas envie qu'il y ait des gens à l'autre bout de la planète qui deviennent un petit peu les esclaves de personnes qui vont acheter des tomates à 20 centimes dans les supermarchés. C'est pas du tout ce que j'ai envie de cautionner. J'ai pas envie de juger ce qu'ils font, hein. Chacun est vraiment libre de faire ce qu'il fait, mais moi j'explique juste pourquoi je fais ce que je fais. J'ai vraiment pas envie de cautionner ce qu'on pourrait appeler l'esclavage moderne dans des pays
où on a de la main d'œuvre pas chère et des gens qui travaillent même, enfin, faire travailler des enfants des quantités d'heures folles au détriment de leur santé et de leur vie, ça ne me convient pas. Sans parler de l'impact écologique de ces immenses champs à perte de vue qui sont faits au l'autre bout de la planète. Donc voilà, pour moi c'est totalement différent d'acheter des semences à un petit semencier bio local et acheter des semences pas bio en supermarché pas cher. Ça implique deux industries différentes selon moi. Et du coup, je comprends qu'on n'ait pas envie de faire forcément ces semences soi-même. On n'a peut-être pas le temps, pas l'envie, pas la motive, je ne sais quoi. Moi, je préfère le faire, ça me plaît, ça me passionne, c'est mon kiff. Mais voilà, si vous devez acheter vos semences, mon conseil est de choisir, quitte à payer quelques euros supplémentaires. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes en graines. Quelques euros supplémentaires pour choisir un semencier local près de chez vous, plutôt que des semences pas chères de supermarché. À ce sujet-là, si ça vous intéresse, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un documentaire de Cash Investigation. C'est comment est-ce qu'on a... Je sais plus c'est quoi le titre, hein. Je vous mets le titre écrit ici. Je vous mets le lien aussi dans le descriptif si ça vous intéresse, de voir notamment ces histoires de tomates en Inde. Pour revenir sur le côté optimiste, moi j'adore faire ce que j'aime faire. C'est con comme phrase, non? Mais en tout cas, j'adore faire les semences, j'adore multiplier les végétaux, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne la pollinisation, j'aime bien voir les adaptations, les transformations. En fait, j'adore le monde du vivant et les légumes font partie de ce monde du vivant et du coup, moi, ça me passionne de m'informer toujours plus sur la pollinisation, la conservation des semences, etc. Donc, je m'amuse à faire mes graines et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment passionnant. Donc voilà, et c'est gratuit. Et après, il y a une autre passion, c'est de pouvoir donner, troquer ces semences que l'on a fait soi-même. Voilà, quand on a fait des semences, quand on a des variétés de tomates par exemple, parce qu'on est sur la tomate, mais c'est pas n'importe quoi d'autre. C'est quand on a la tomate, c'est aussi un sujet qui est intéressant parce que c'est une des plus faciles à faire ces semences. Les tomates s'auto-fécondent selon les chiffres à 90-97%. Quand je regarde les graines de cette tomate-là, je sais que c'est elle, le père et le mère, le père et la mère. Et du coup, ça sera la même variété facilement. Il y a peu d'hybridation chez les tomates. Il y en a un petit peu, mais il y en a peu. Du coup, c'est assez facile de garder ces graines de tomates en climat tempéré, je parle. Bref, du coup, voilà pourquoi la tomate, mais ça marche avec tous les autres végétaux. Ce que je voulais dire, voilà, quand on a eu un beau végétal, qu'on garde les graines d'année en année, qu'on voit que le végétal est toujours de plus en plus beau, toujours de plus en plus intéressant, qu'on a sélectionné pour faire des fruits plus gros, qu'on l'a sélectionné pour être un peu plus précoce, qu'on l'a sélectionné pour être un peu moins malade, etc. De voir que ça fonctionne et donc du coup d'échanger ces graines, de donner, de troquer, peu importe. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. C'est une forme d'abondance que l'on peut distribuer. Et puis moi, quand je donne mes tomates également, je dis garde les graines qu'il y a dedans, comme ça l'année prochaine tu fais tes tomates toi-même. Je trouve ça vraiment chouette de faire ça. Voilà, donc un des trucs à faire au mois de juillet, j'espère que j'ai pas été trop long sur le sujet, c'est de conserver ces semences, pourquoi pas de tomates, car c'est assez facile à faire. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est tout simplement prendre le temps d'observer, de contempler les jardins qui nous entourent. On est souvent pris dans une envie d'être actif, d'être interventionniste, on veut travailler plus, produire plus, récolter plus, transformer plus. Donc oui, c'est très intéressant tout ça, mais il me semble vraiment important de savoir prendre le temps de se poser dans son jardin et simplement écouter le chant des oiseaux, observer les insectes qui volent autour de nous, regarder les herbes qui poussent autour de nous, tester, toucher son sol, regarder les légumes, les plantes, simplement essayer d'observer, essayer d'apprécier. Ça nous permet selon moi d'appréhender un petit peu le monde qui nous entoure et je pense que ce moment qui peut paraître inactif est un moment de compréhension qui nous permet, selon moi, d'améliorer nos pratiques de jardinage pour les années suivantes. Alors effectivement, ce conseil peut paraître vraiment très très bête, mais réellement, est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'asseoir au milieu de son potager et de l'observer? Moi-même qui adore observer la nature, je prends très peu ce temps-là. Du coup, c'est un conseil que je me donne à moi-même. Damien, prends le temps d'aller au jardin, de t'asseoir et simplement de contempler la nature qui t'entoure, plutôt que d'essayer de jardiner plus.
Et puis voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Un immense merci à vous tous. Un immense merci également aux personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. C'est grâce à ça qu'on peut faire une chaîne sans aucune publicité, sans placement de produits cachés. Donc tout est gratuit en fait grâce aux personnes qui nous soutiennent via le financement participatif. Donc un immense merci à vous. C'est vraiment génial. Merci également à toutes les personnes qui regardent nos vidéos, qui commentent les vidéos, qui s'abonnent, qui mettent des pouces, tout ça. En fait, ça nous aide pas mal parce que, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que YouTube n'aime pas tellement les chaînes qui n'ont pas de publicité parce qu'eux, ils ne gagnent pas d'argent dessus. Du coup, YouTube a tendance à ne pas nous mettre du tout en avant. C'est pas grave parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre, à partager, à commenter, et être abonné à la chaîne que ça marche quand même. Donc merci énormément à vous tous qui regardez notre vidéo, c'est vraiment incroyable. Je dis nous parce que maintenant on est plusieurs sur la chaîne. Donc merci beaucoup, vous êtes vraiment géniaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles péripéties. Allez, ciao ciao.